Alors, on reprend nos travaux et on accueille la Société du patrimoine politique du Québec avec Mme Manon Blanchet, Alain Lavigne et M. Dave Turcotte. Alors, je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. Par la suite, on va procéder aux échanges avec les membres de la commission. Alors, allez-y, on vous écoute. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les députés. Bonjour à toutes et à tous. La SOPOC, la Société du patrimoine politique du Québec, vous désire vous remercier pour l'invitation qu'elle a reçue pour participer à cette commission parlementaire dans le cadre des consultations publiques sur le projet de loi 64 et on pourra vous transmettre nos commentaires et recommandations. Mon nom est Manon Blanchet, je suis vice-présidente de la SOPOC et ex-députée de Crémazie. Je suis accompagnée à ma gauche de M. Alain Lavigne, également vice-président de la SOPOC et professeur titulaire au département d'information et de communication de l'Université Laval, et à ma droite de M. Dave Turcotte, administrateur de la SOPOC et ex-député de Saint-Jean. La Société du patrimoine politique du Québec est un OBNL qui a été créé en novembre 2001 à l'initiative de Marcel Mars, un ancien ministre dans les gouvernements québécois et canadiens. La SOPOC est un organisme non partisan à vocation culturelle, dont la mission consiste à mettre en valeur le patrimoine politique par ses actions de conscientisation, d'animation, de commémoration et de diffusion des connaissances. Notre vision, ce serait que les Québécoises et les Québécois sachent qu'ils ont une histoire politique riche et unique. La connaissance et la préservation de leur patrimoine politique sont des éléments essentiels à leur perpétuation citoyenne. Les Québécoises et les Québécois doivent donc unir leurs efforts afin de préserver et enrichir leur patrimoine politique et en assurer la plus grande diffusion possible, notamment auprès des générations futures. Pardon. Je vais laisser maintenant la parole à mon collègue, M. Lavigne. Merci de nous accueillir cet après-midi, chère présidente, ministre et députés. Comme on a dit, la mission de la SOPOC, on va peut-être passer aux parties recommandations. On a 3 recommandations. Je vais vous en présenter 2. Et mon collègue Dave Turcotte va poursuivre avec la 3e. Je crois comprendre que vous n'avez pas le mémoire. Bon, on va essayer d'être un peu plus didactique, peut-être dans la présentation, même si on est un peu succinct dans le temps. En fait, nous, vous avez entendu notre mission, on ne peut pas être contre la création d'un musée national. Ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que dans les fonctions telles que présentées, on aimerait bien que soit précisée un peu l'histoire politique. Je pense que ça fait partie de notre patrimoine. C'est ce qui nous anime. On est tous des administrateurs bénévoles. D'ailleurs, la SOPOC n'a pas de permanence. On est tous des bénévoles. On fait des choses depuis plusieurs années à notre échelle. Et je pense comme je vous dis, on est d'accord avec le projet de loi. On aimerait que la fonction, à ce moment-là, peut-être dans le sens de la protection et la promotion du patrimoine politique, devrait y figurer. Si ce n'est pas dans le projet, au moins d'y penser, de l'avoir dans l'horizon, parce qu'on n'est pas le seul patrimoine, je dirais, aussi au niveau québécois. Et au cours des dernières années, dans nos travaux, entre autres pour le plan directeur, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas vraiment de définition bien arrêtée de ce qu'est le patrimoine politique. Et on y a travaillé. Elle est assez longue, la définition, je ne la lirai pas complet, mais je vais aller à la fin. Le préambule est relativement long, mais vous allez voir qu'elle est porteuse et très ouverte. On n'est pas juste dans les artefacts et, je dirais, l'histoire institutionnelle liée, je dirais, à des personnages. La spécificité du patrimonial d'un objet, d'une œuvre, d'un site, d'un événement ou d'un personnage marquant tient à la signification que lui reconnaît une communauté ou l'État. Fondé sur l'histoire et la mémoire, le patrimoine politique est non seulement en lien avec le passé, mais il interagit avec le présent et le futur. Donc, il faut voir ce type de patrimoine-là comme étant un patrimoine intéressant à avoir, je dirais, dans vos travaux en tant que législateur. Donc, c'est peut-être, on voulait vous présenter cette définition-là pour soutenir un peu notre recommandation qu'on soit un peu dans vos intentions, puis qu'on aille un petit peu plus, d'avoir cette sensibilité-là par rapport au patrimoine politique. Notre 2e recommandation,
irait dans le sens qu'on possède un patrimoine politique riche, diversifié, marqué par des luttes pour la démocratie, des mouvements sociaux, des figures politiques importantes et des événements déterminants qui ont façonné notre identité. Et je pense qu'on est tout à fait dans le Musée national d'histoire et de ses institutions. Pourtant, je trouve qu'au Québec, on manque peut-être des occasions de se le rappeler. C'est peut-être parce qu'on est tous un peu, par rapport à cette histoire-là, comme parlementaire, vous la vivez, vous faites partie, vous serez dans le patrimoine, vous contribuez, mais je pense que quand on est dedans, on oublie qu'on est un acteur important. Donc, je pense que... et puis actuellement, dans le réseau, dans les musées, c'est dispersé, souvent sous-estimé, pas mis en valeur tant que ça. Donc, je pense qu'il serait peut-être intéressant, c'est une belle occasion de fédérer les forces autour d'un projet ambitieux. Puis on vous suggère la création d'un réseau de préservation et de mise en valeur du patrimoine politique québécois qui pourrait être attaché à la mission je dirais, du projet de loi là, de l'institution qui est en voie d'être créée. Donc, dans ce sens-là, on estime qu'il serait important d'élargir, je vais aussi dans le projet de loi, la liste des partenaires, parce qu'actuellement, dans le projet de loi, vous avez comme partenaire le réseau québécois des musées, qui est incontournable, mais nous, on aimerait peut-être vous donner la perspective que ça peut être plus large que ça pour la diffusion ou l'écoute des différents acteurs, les sociétés d'histoire, de généalogie, des fondations privées, les passionnés de patrimoine, les municipalités peuvent être aussi des lieux de diffusion, mais des lieux d'écoute, de transfert d'informations. Puis nous, on est beaucoup là-dedans depuis quelques années. On n'est pas juste Québec et Montréal, on va dans les régions, on va dans des bibliothèques, on diffuse. Donc d'avoir et le patrimoine, il est là aussi dans l'histoire de certains parlementaires dans leur région, etc. Qu'est-ce que je peux ajouter sur cette deuxième recommandation? Je ne vais pas brûler tout le temps de... Bref, pensons aux institutions que je viens, qui existent là, et qui sont présentes, qui peuvent aussi participer et aider. Puis aussi de penser à des nouvelles initiatives, d'enrichir notre mémoire collective par des expositions thématiques transversales, itinérantes dans les régions. Québec, oui. Montréal, oui. Mais je pense qu'on a cette vision-là pour la diffusion du patrimoine politique. Merci. Pour pouvoir... réaliser, c'est très ambitieux, le Musée national de l'histoire, puis on considère que c'est vraiment une belle chose parce que ça peut donner une impulsion au Québec. J'expliquerai un peu plus en détail pourquoi, mais ça prend les ressources bien entendu financières, et on considère qu'il ne faut pas que ça se fasse au détriment des initiatives déjà en place. Il y a déjà des initiatives de patrimoine politique, dans les musées régionaux, dans les sociétés d'histoire, dans les municipalités. Il y a le programme de commémoration des anniversaires qui vient d'être lancé. Il y aura, on le voit des fois, des projets par rapport au patrimoine politique dans ce genre d'enveloppe-là. Mais il ne faut pas que l'argent qui est déjà difficile en culture, que le Musée national prenne ce qu'il faut additionner. Et pour ce faire, nous considérons qu'il y a un modèle qui existe, qui est le modèle américain, avec les musées d'État, les State Museums, qui fonctionnent très bien. Pratiquement chaque État américain a un State Museum, un musée d'État. Et dans ces musées-là, on voit une diversité d'expositions, mais aussi une diversité de partenariats, de collaboration entre les différentes agences gouvernementales, l'équivalent de, mettons, de la CEPAC ou de Parc Canada aux États-Unis, mais aussi avec différentes organisations, des fondations privées, etc. Et il traite de différents aspects. Oui, bien entendu, l'écologie, la technologie, etc., mais la place de l'histoire et de l'histoire politique a une place importante dans ces musées-là, souvent même associée en proximité géographique avec l'équivalent des parlements, là, des capitoles américains. Dans le mémoire, lorsque vous l'aurez, vous pourrez regarder, on a fait une courte liste d'exemples
d'expositions qui ont été présentées dans différents musées, entre autres le musée de New York, une exposition sur le droit de vote des femmes, le musée de la Caroline du Sud, une exposition sur la reconstitution en lien avec la guerre civile, le musée d'histoire de l'Ohio, une exposition sur la présidence américaine et son évolution dans le temps. Donc, la place qu'occupe le patrimoine politique, l'histoire politique dans ces musées-là est quand même assez importante. On considère que ce modèle-là pourrait être un exemple pour le Québec, puis on se questionne avec tous ces partenariats-là, ces réseaux-là qui se font au Québec, on se dit, on est capable, nous-mêmes, au Québec, avec le Musée national de l'histoire, d'appliquer ce modèle-là et de faire valoir notre histoire nationale. Parfait. Bien, merci beaucoup pour votre exposé. Alors, on va commencer les échanges avec le ministre pour une période de 16 minutes et 30 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, si je comprends bien, bien merci d'abord de vous prêter à l'exercice, c'est apprécié. Merci d'avoir pris le temps de préparer un mémoire. On nous dit qu'il y a eu un petit inconvénient, mais que vous l'aviez bien transmis. Donc, ça nous est envoyé à l'instant. Donc, on en prendra connaissance plus en détail. Mais, donc, sur le fond, je comprends que vous êtes d'accord avec le projet. Qu'est-ce que vous répondez, peut-être juste pour mettre la table, à ceux qui nous disent qu'on n'a pas besoin de ce musée parce qu'on a déjà un musée de société, pas d'histoire, mais de société, qui s'intéresse notamment à l'histoire des gens qui peuplent le territoire québécois. Et donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir un musée d'histoire qui va s'intéresser principalement à la nation québécoise. Bien, vous comprendrez que pour notre part, notre demande principale, c'est d'ajouter le patrimoine politique dans la mission du Musée national de l'histoire. Donc, on serait bien mal vu de dire que ce n'est pas une bonne idée de créer le Musée national de l'histoire parce que notre organisation a pour mission de promouvoir l'histoire nationale dans le patrimoine politique. Et il y a aussi un enjeu d'espace au Québec. Il y a une limitation des espaces disponibles pour des expositions ou pour des projets de valorisation de notre patrimoine. Il y a des musées régionaux, mais il y a une limite là, dans la capacité de présenter des expositions dans une année. Oui. Même le Musée de la civilisation a le même enjeu aussi. Le fait que les expositions coûtent de plus en plus cher, souvent on présente les expositions sur une période plus longue, donc il y a moins d'expositions à terme qui sont présentées. Donc d'avoir un lieu supplémentaire de diffusion dans la capitale nationale, mais qui pourrait avoir des partenariats, des liens avec des musées régionaux, des sociétés d'histoire, que des expositions présentées à Québec pourraient être par la suite présentées en région, et des expositions régionales qui pourraient aussi être présentées à Québec. C'est ça notre réseau qu'on pense. Au fond, c'est qu'il ne faut pas... c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre qui fait ensemble un tout. Donc, c'est votre réponse à ceux qui... je trouve que c'est une bonne réponse. Donc, je la note. Je pourrais la citer. Ensuite, peut-être sur... voyons, où est-ce que je m'en allais? Sur... Non, pas la commémoration, je vais y revenir, mais en fait, je vais rebondir sur ce que vous étiez en train de dire. Le musée que nous avons en tête aurait une grande exposition sur l'histoire du Québec, donc d'un point de vue historique et non pas sociétal. Et il y aurait évidemment des expositions temporaires. Puis là, évidemment, le musée va travailler sur ces expositions-là. Est-ce que ce que je comprends, c'est que vous plaidez pour qu'il y ait, par exemple, ponctuellement des expositions qui s'intéressent, évidemment, parce que, évidemment, que la politique, il faut en être question tout au long du grand parcours historique du Québec, c'est sûr. D'ailleurs, M. Bouchard, qui est venu témoigner, et ça, je trouvais que c'était assez intéressant, nous disait l'histoire du Québec, c'est l'histoire de combats. Les Québécois sont des combattants. Est-ce que c'est le mot exact qu'il a utilisé? Je pense que oui. Oui. Donc, nécessairement, un combat, c'est politique. Donc ça, je pense que c'est une évidence, mais est-ce que ce que vous voulez aussi dire, c'est important, par exemple, dans des expositions temporaires, qu'on s'intéresse à tel ou tel premier ministre qui a marqué le Québec, ou à telle ou telle lutte, par exemple, pour le droit de vote des femmes, pour je ne sais pas, la naissance des CPE, etc., etc. Est-ce que c'est ce que vous avez en tête?
La SOPOC, lorsque vous pourrez consulter notre mémoire, là, vous allez voir qu'on a eu quelques projets dans les dernières années, dont une exposition qui a été présentée ici à l'Assemblée nationale, qui là sera présentée prochainement à l'Assomption sur Jacques Parizeau, en lien avec son 30e anniversaire d'élection, qui était il y a quelques jours, mais en lien avec la Révolution tranquille, architecte de la Révolution tranquille à premier ministre du Québec. Donc, on traite des gouvernements Lesage, des gouvernements de Daniel Johnson, de Jean-Jacques Bertrand, de René Lévesque, le gouvernement de M. Parizeau. On a fait aussi une exposition sur Félix Gabriel Marchand, malheureusement moins connu, qui est un grand premier ministre, le premier à mourir en fonction, mais surtout son héritage, puis la Révolution tranquille, c'est beaucoup Félix Gabriel Marchand, parce qu'à l'époque, les principales demandes, la création du ministère de l'Éducation, c'était Félix Gabriel Marchand en 1900, là, et même avant. Donc, tout ça pour dire que nous, on considère oui, on répond oui à la question, mais puis dans le modèle américain, j'ai dû écourter un peu à cause du temps, mais aux États-Unis, il y a une culture incroyable, là, des musées présidentiels. À partir de Hoover jusqu'à tout récemment, les présidents ont leur musée avec une bibliothèque présidentielle où on collectionne les archives, les artefacts, etc. Les maisons natales de ces présidents-là, etc. Au Québec, malheureusement, il y a seulement que 3 lieux, et prochainement peut-être un 4e premier ministre, qu'on peut visiter un lieu physique. Le 4e, vous parlez de René Lévesque? Oui. Ça va arriver. Exact. Mais ça là, en ce moment, il y a l'espace René Lévesque, qui est quand même une très belle initiative. Je vous confirme que ça va arriver. Mais Honoré Mercier, sa maison natale, Paul Sauvé, sa maison à Saint-Eustache, et Joly de Lotbinière, son domaine, c'est pas normal qu'au Québec, on puisse pas visiter. Et dans le mémoire, on mentionne que ça pourrait être aussi une initiative du gouvernement. La maison de Daniel Johnson à Saint-Pie a été vendue durant la pandémie pour une bouchée de pain. Il y a quand même un premier ministre qui habitait là et 2 autres premiers ministres qui sont nés dans cette maison-là. De pouvoir l'acheter pour une bouchée de pain comme gouvernement et d'y créer un centre d'interprétation sur l'histoire de la famille Johnson, qui est une famille importante dans l'histoire politique du Québec, mais aussi au-delà de la politique, parce que la politique, ce n'est pas de la partisanerie nécessairement, c'est des grandes réalisations, c'est des grands moments de l'histoire. Quand vous parlez des CPE, je pourrais vous parler de la langue française, je pourrais parler de différents enjeux, donc de pouvoir, par l'entremise d'une maison ou là, dans le cas du Musée national de l'histoire, une exposition sur un premier ministre, pouvoir aborder quel était le Québec à cette époque-là, etc., en lien avec la politique, nous, on trouve ça inspirant. Bien, je trouve ça inspirant aussi. Je trouve que ce sont de très belles pistes de réflexion sur ce que pourrait... Parce qu'évidemment, un musée, c'est vivant, ça peut évoluer, ça peut nous faire des propositions aussi lorsqu'il voit le jour pour être justement capable d'évoluer puis de grandir. Donc, je trouve que c'est intéressant. Là où j'allais tantôt, et ça m'était sorti de la tête, il y a aussi des gens qui nous disent, ou en tout cas qui laissent entendre, pas nécessairement ici, mais aussi dans l'espace public, que de créer un musée qui s'intéressera à l'histoire de la nation québécoise, c'est instrumentaliser en quelque sorte une institution, c'est poser un geste politique qui est sous-entendu partisan. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je dirais que l'exemple des musées nationaux aux États-Unis, je pense que ça montre on peut le ramener à l'État. Est-ce que l'État peut parler de sa culture, de sa façon d'être, son histoire, ses étapes par rapport au parlementarisme? Donc, je pense que on peut faire ça au Québec, là, en tant que nation. Là. Je ne veux pas entrer dans le débat, parce que nous, on est des passionnés, on ne fait pas de la politique. Là, vous n'avez pas envie de marcher sur une fleur de la langue aujourd'hui, c'est ça? En fait, c'est peut-être une... Vous voulez passer une bonne fin de journée. Une espèce de prudence, là, mais on n'a pas une posture d'expert. On est des passionnés de l'histoire, on essaie de la faire vivre, l'histoire politique, de la faire vivre en tant que bénévole. Nous, on n'a pas à prendre ces positions-là que vous écoutez, puis je pense que là-dessus, vous comprenez qu'on ne se connaît pas trop. Là. Moi, je suis tout à fait compréhensif. Je pose des questions et je respecte vos réponses. Mais nous, je dirais que ça nous anime. L'histoire politique du Québec nous anime. Et je pense que notre contribution à la SOPOC, c'est de voir, oui, les expositions, c'est une façon de diffuser, mais on fait de plus en plus aussi de conférences. Lors de l'année Lévesque, du 100e anniversaire, on a fait une conférence qui s'appelait « René Lévesque, le plaisir d'en collectionner
les traces. Et on a fait cette conférence-là à New Carlisle, parce que c'est là qu'il a grandi, où il est né. On l'a fait à Québec et à Montréal. On trouvait que c'était une formule au Musée de la civilisation à Québec, ici, avec effectivement un partenariat avec le musée. Donc, ça peut être des conférences. On peut animer autrement l'histoire politique. Le musée, moi, je le vois comme dans ses fonctions. C'est pour ça que je vous disais que peut-être qu'il y a une fonction qu'il faudrait peut-être voir là, pour pointer notre histoire politique. Mais il y a beaucoup de façons de la décliner. Puis il y a déjà des partenaires qui existent partout. Il s'agit d'animer et de donner un mandat d'une certaine manière pour qu'il y ait une institution qui coordonne tout ça. J'avoue que c'est pas simple. Non, mais je comprends, mais on dirait que pour moi, c'est une évidence. On dirait que pour moi, quand on parle de l'histoire de la nation québécoise, je trouve que M. Bouchard l'a résumé avec beaucoup de justesse. C'est les combats. C'est comment un peuple arrive à se doter d'une nation comme elle est aujourd'hui. C'est à travers tous ces combats. Puis nécessairement, les combats sont politiques. Puis effectivement, on n'entend pas nécessairement par là politique partisane. Quand on parle du droit de vote des femmes, c'est un combat qui a été éminemment politique, qui n'était pas... je pense pas qu'on peut dire que c'était la partisanerie. Donc pour moi, c'est comme si c'est indissociable. C'est certain, c'est comme... Mais je comprends en même temps que vous êtes ici pour nous rappeler que c'est important, puis qu'il faut axer là-dessus. Peut-être une dernière question sur la commémoration. Et ça, c'est large, la commémoration, mais on a peu cette culture de commémoration au Québec. Et moi, je m'en désole parce que je trouve que, tout comme c'est utile d'avoir un musée national de l'histoire pour savoir comment la nation s'est construite, d'où on part, ça a été quoi les grands combats. Parfois, on apprend beaucoup du passé. Ça nous évite de refaire des erreurs ou ça nous inspire de nouveaux combats pour l'avenir. Je trouve qu'on fait plus ou moins de commémoration. On a commencé, là. On s'est doté d'une première stratégie, tout ça. Mais c'est encore, je dirais, de façon générale, plutôt désordonné. Est-ce que vous trouvez que le Musée national de l'histoire du Québec pourrait jouer un rôle dans la coordination, dans la réflexion, dans la mise sur pied d'un cadre, peut-être pour réfléchir la façon de mener des commémorations dignes d'une nation comme le Québec? Tout à fait, parce qu'il y a un enjeu, quand je parle de la disponibilité des espaces, d'avoir un espace supplémentaire qui est quand même signifiant. Là. Le Musée national de l'histoire, on s'entend que ça ne sera pas dans un cabanon. Là. Donc, il y aura un grand espace. 1800 mètres carrés. Différents espaces d'exposition. Donc, lors des différentes commémorations, il pourrait soit y avoir des activités ou des expositions en lien. Et c'est pas parce qu'on n'a pas d'histoire au Québec, on a une très belle histoire, une grande histoire, puis on a des moments importants à se rappeler. Puis souvent, c'est ça. Quand il y a des initiatives citoyennes, je donne un exemple, justement, Félix-Gabriel Marchand, j'en parle beaucoup, là, mais l'année prochaine, c'est son 125e anniversaire de décès. C'est le premier ministre du Québec à mourir en fonction. Là, j'essayais de voir est-ce qu'on peut faire quelque chose, mais là, je me heurte à des portes de musées qui me disent notre programmation est complète. Parce qu'il n'y a pas eu de planification. Exact. Et là, c'est exactement ma question. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut planifier ça? Et est-ce que vous pensez que le MNHQ pourrait jouer un rôle? C'est l'idée de mon collègue, M. Lavigne, qui a présenté dans ce qu'on voit comme un réseau, de pouvoir mettre autour pas nécessairement une table physique, là, mais que les musées, les sociétés d'histoire de généalogie, parce que des fois on les oublie, mais ils sont des acteurs importants là, dans les communautés, les municipalités, avec les services des loisirs, des cultures, ils font de plus en plus dans l'histoire aussi des activités de patrimoine. Les fondations privées, Fondation Lionel Groulx, mais il y en a d'autres. Puis il y a les amateurs. Souvent, les citoyens, là, comme nous, on est des passionnés, puis M. Lavigne et moi, on est des grands collectionneurs de notre patrimoine, mais on a un rôle à jouer, on peut... il y a des musées qui nous interpellent pour prêter des objets, etc. Même l'Assemblée nationale, M. Lavigne, une bonne partie de sa collection est donnée à l'Assemblée nationale, à la bibliothèque. Moi, la bibliothèque me contacte à quelques occasions pour avoir des pièces. L'exposition sur les femmes
j'ai 1 ou 2 pièces qui sont là. Ah oui. Donc, on a un rôle à jouer et ça nous ferait plaisir de le faire davantage. Puis là, je parle pour nous, mais je suis certain qu'il y a plein de collectionneurs au Québec. On va avoir une collection à bâtir, donc on garde vos coordonnées. Peut-être en complément là-dessus, j'ajouterais que si on va au projet de loi, loi sur les musées nationaux, l'article 1, 24.2, bon, je ne suis pas très habile avec vos façons de numéroter, mais c'est à la page 3. Et il y a 3 éléments là, dans les fonctions. Et moi, j'en verrais bien, pour libeller un peu de façon, je dirais, plus dans vos travaux, là, je verrais bien un élément qui s'ajouterait d'animer un réseau de préservation et de mise en valeur du patrimoine politique. C'est ça qu'on pourrait peut-être confier directement au nouveau musée. Je comprends bien. D'avoir ce mandat-là. Mais dans une optique de réseau. Et là, nous, c'est des spécialistes. Là. Vous avez reçu les gens des musées. Eux feront et penseront aux commémorations et tout ça. On leur donnera des idées. Et nous, on est là pour contribuer aussi. On est un OBNL et on va être actif et on fait partie du réseau. Là. Mais c'est clair que si le projet de loi est adopté, ça deviendra ce musée nécessairement un pôle aussi où il y aura une expertise en matière d'histoire nationale du Québec. Et vous êtes plusieurs intervenants qui je pose la question. Vous êtes nombreux à dire que oui, ce futur musée devrait jouer ce rôle pour planifier, pour réfléchir, parce que c'est sûr que quand on planifie un événement la veille, c'est plus difficile d'avoir quelque chose qui se tient. Quand on planifie 5 ans d'avance, on peut faire des liens aussi intéressants avec la fête nationale, avec la ville d'origine de tel ou tel personnage qui va fêter un anniversaire. On peut réfléchir à l'avance à un lieu qui pourrait être renommé en son honneur avec la commission de la toponymie. On pourrait avoir un plan stratégique en commémoration qui ferait consensus, qui serait appuyé sur des bases scientifiques, qui serait rassembleur. Donc, je comprends que vous êtes d'accord avec ça. Oui. D'accord. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va poursuivre les discussions avec la députée de Robert Baldwin pour une période de 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous d'être ici aujourd'hui. Fort intéressant, votre témoignage. J'ai bien hâte de lire votre mémoire. C'est évident que dans notre histoire, l'histoire du Québec, le patrimoine politique en fait partie. C'est juste une question maintenant de comment, si on peut dire, raconter toute l'histoire avec ses composantes. Et donc, il y a une reconnaissance, c'est sûr et certain. Maintenant, il y a un enjeu qui a été soulevé par plusieurs groupes concernant, les finances, budget de fonctionnement, et probablement vous êtes très bien au courant du sous-financement des musées régionaux. Et donc, il y a tout cet aspect de préoccupation en termes de, bien là, on est en train de créer un nouveau musée, mais là, dans l'écosystème muséal au Québec, il y a des problèmes de financement. Et il y a l'autre aspect aussi que le musée de la civilisation. Et si on regarde l'article 24.2 du nouveau projet de loi avec la création du nouveau musée, il y a un dédoublement de mission entre les deux. Et on a même eu le syndicat de professionnels qui représente les 115 membres professionnels du musée de la civilisation venir nous dire qu'on pourrait très bien intégrer dans la structure du musée de la civilisation la mission du nouveau musée national. Nous avons les experts, les professionnels. On en a fait des expositions concernant l'histoire du Québec. Et je vous entends en termes de la création du nouveau musée, bien, ça serait un autre emplacement, un autre lieu pour faire nos expositions. Il y a un équilibre, je crois, entre les deux. Donc, je voulais juste vous entendre là-dessus, au sujet du manque de ressources, la création de nouveaux musées. Et de votre côté, parce que tout l'aspect de la commémoration, patrimoine politique, c'est très important. Ça fait partie de notre histoire. Il faut le mettre, faut le souligner à travers la nation. Donc, je voulais juste vous entendre là-dessus.
Je comprends qu'il y a une bonne partie de votre intervention porte sur les ressources Oui. financières. Notre recommandation 3 de notre mémoire traite essentiellement de cet aspect-là. Nous considérons qu'il est important de ne pas soustraire à ce qui se fait déjà pour financer le Musée national de l'histoire qui est nouveau. Nous, on considère qu'il faut additionner. Ce que le Musée national de l'histoire coûtera devra être additionné et non pas soustrait aux musées régionaux ou au Musée de la civilisation ou à d'autres initiatives qui se fait en matière d'histoire et de patrimoine, parce que là, finalement, ce serait contre-productif. Je ne pense pas que ce serait avantageux pour réaliser la mission ambitieuse que le Musée national pourrait avoir et aura si le projet de loi est adopté. Donc, nous, on considère qu'il ne faut pas que ça se fasse au détriment des ressources financières qui sont déjà familiques dans plusieurs organisations. Mais c'est pour ça qu'on dit que s'il y a une addition d'énergie et de ressources, on pourra en faire plus. Si les musées régionaux sont dans le coup, les sociétés d'histoire, les fondations privées, les municipalités, etc., si tout le monde se met autour de ce projet-là, il ne faut pas que ça soit vu comme le Musée national qui descend et qui pourrait imposer certaines visions dans les régions, dans les communautés, mais il faudrait que ça soit dans les deux sens, que aussi les communautés puissent soumettre. On a fait une belle exposition dans notre coin, on considère que c'est important, bien, on l'amène au Musée national de l'histoire. Puis je comprends qu'il va y avoir des spécialistes, puis il va y avoir des historiens, puis il va y avoir des gens qui vont regarder ça, puis c'est certainement pas à nous de juger de ça. Nous, on lance des idées, là, puis une vision. Après ça, il y aura des gens qui ont comme travail, qui ont les études, la compétence de pouvoir analyser ça au mieux et au mérite. Mais pourquoi que le Musée national de l'histoire n'aurait pas, à un moment donné, une exposition sur l'histoire de Charlevoix ou sur la Gaspésie, là? Donc, c'est très possible. Ça fait partie de l'histoire nationale. Nos régions font aussi partie du Québec. Oui, et je ne dis pas le contraire. J'ai pas dit ça non plus. Dans le sens que, et c'est ça, je crois, les préoccupations en ce moment, c'est vraiment lié en termes d'aujourd'hui, où nous sommes financièrement, et les besoins actuels des musées régionaux. Et au lieu de mettre de l'argent dans la création d'un nouveau musée, est-ce qu'on ne peut pas au moins satisfaire les besoins des autres afin que vous puissiez intégrer différentes composantes du patrimoine politique? Et surtout, j'adore l'idée quand on regarde les figures marquantes de notre histoire et on peut faire des expositions dans différents musées régionaux, d'où peut-être la personne est née. Ça peut vraiment ajouter à la vitalité culturelle, mais aussi bonifier les musées, la visibilité des musées régionaux. C'est juste l'aspect de... est-ce que c'est vraiment le moment actuellement de créer un nouveau musée lorsqu'il y a des besoins criants dans nos musées régionaux? Et donc, c'est de tenter de voir avec vous, parce que je trouve tout à fait louable qu'est-ce que vous voulez et vous êtes passionné. Et on le voit, et on le ressent. Et c'est sûr et certain que dans les musées régionaux, ça serait important d'intégrer ce patrimoine politique. En fait, on est souvent en contact avec les musées régionaux, mais on s'aperçoit que là aussi, les ressources manquent et qu'on n'a pas nécessairement de place pour parler de l'histoire politique tant que ça, parce que c'est toujours des petites organisations qui ont de la difficulté, je dirais, à fonctionner et qui ont leurs limites d'espace et tout ça.
Mais nous, on croit que la création d'un musée national, c'est une occasion en or. Si on a des ambitions, je pense que les ressources viennent un peu avec, là. Je pense que c'est vous qui... Vous soulevez la question, mais vous avez les réponses, là. Mais moi, je vous dirais, on ne veut pas monopoliser l'enveloppe budgétaire du nouveau musée juste en histoire politique, là. On veut juste avoir un peu plus d'espace aussi, de possibilités. Et là, la création d'un réseau, l'animation d'un réseau par des acteurs qui sont déjà en présence, c'est plus de l'ordre de la coordination, puis de trouver les bons espaces, puis le bon lieu. C'est peut-être pas à Québec, c'est peut-être pas à Montréal. Cette fois-là, on le fait là, puis c'est un peu cette logique-là. Je sais qu'il y a des coûts à ça, mais nous, on est là pour dire on croit au patrimoine politique, puis je pense qu'il faut se donner un peu les moyens de nos ambitions, mais je pense que on veut pas... c'est pas l'expression de déshabiller Jacques pour habiller Pierre, là. Je pense que c'est... Mais non, mais c'est bien parce que vous alimentez nos discussions, notre réflexion, évidemment, parce que c'est important de voir aussi votre expérience en ce qui a trait là, à faire des expositions concernant différentes composantes du patrimoine politique dans des musées régionaux. Donc, je comprends que manque d'espace, mais aussi manque de ressources pour les faire. Est-ce que vous avez des exemples où vous vouliez faire une exposition en particulier et en raison de manque de ressources, vous ne pourriez pas le faire? Nous, on est une organisation qui est essentiellement là, financée en toute transparence. Ouais. On sollicite les soutiens à l'action bénévole des 125 députés de l'Assemblée nationale. C'est essentiellement ça, notre budget. Et quand on a certains projets, on va chercher de l'argent, mais on n'a pas des... Il n'y a pas beaucoup de zéros à nos montants de budget, là. On essaie de faire beaucoup avec peu. On a réussi à faire, selon nous, une très belle exposition sur Jacques Parizeau, celle de Félix-Gabriel Marchand. C'est un bel exemple. C'était une exposition qui avait été faite initialement par le musée du Haut-Richelieu, dans mon coin de pays, qu'on a fait un partenariat avec eux, la Société du patrimoine politique l'a bonifié avec des nouveaux panneaux, avec une nouvelle mouture, qui a été aussi présentée ici à l'Assemblée nationale pendant une période de temps. Et par la suite, elle est revenue dans la région de Saint-Jean, a été présentée dans un hôtel de ville à Saint-Valentin, à la frontière américaine, parce que M. Marchand, à l'époque, sa circonscription se rendait là. Après ça, dans une bibliothèque dans la ville de Saint-Jean, puis au musée du Fort Saint-Jean, qui est sur le site du Collège royal militaire, donc en lien avec la Défense nationale, parce que M. Marchand a aussi eu un aspect militaire. Donc, c'est ça, on essaie de faire des partenariats avec différentes organisations. Là, notre exposition sur Jacques Parizeau sera présentée cet automne à la salle de théâtre Hector Charland dans l'Assomption, dans la circonscription de M. Parizeau, après avoir été présentée ici. On est en pourparlers pour qu'elle soit présentée à Montréal. Donc, c'est ça qu'on souhaite. Oui, notre problème, c'est qu'on se réveille quasiment à la nuit pour avoir des nouvelles idées, là, de promouvoir notre patrimoine. Fait que on pourrait vous en nommer plusieurs exemples, mais c'est pas nécessairement parce qu'on s'est fait dire non. C'est parce qu'à un moment donné, il y a aussi une question de temps. On est des bénévoles, on a des emplois aussi en dehors, on n'a pas d'employés. On ne souhaite pas nécessairement en avoir un nécessairement, là, mais nous, au fond, ce qu'on souhaite, c'est que le Musée national de l'histoire, s'il y a une collaboration entre les partenaires, bien, qu'une organisation comme la SOPOC, mais aussi comme une fondation privée, comme une municipalité, qui se met ensemble, qui a un projet en particulier de commémoration. On a beaucoup parlé des premiers ministres, mais ça peut être aussi de ministres ou de femmes importantes dans notre histoire politique, là. Très important. Très important, très important. Donc, c'est pour ça qu'on considère que tout ça, là, on additionne. Mais la recommandation 3 de notre mémoire est claire. Il ne faut pas prendre, pour financer le Musée national de l'histoire, de l'argent qui est déjà dédié à nos musées régionaux puis aux autres organisations qui se fait déjà. Il faut additionner. Puis ça, on fait confiance aux parlementaires pour faire ce travail-là de surveillance du gouvernement. On l'a déjà été dans le passé. Fait qu'on on sait que vous êtes capable. Il vous reste... oui, c'est terminé, 10 secondes. Oh, 10 Alors, merci beaucoup. Merci.
Alors, je cède maintenant la parole au député Jean Lesage pour une période de 4 minutes, 8 secondes. Merci beaucoup, merci. Beaucoup de sujets ont été abordés. Je pense que vous avez pu, disons, dire ce que vous aviez à dire sur ces sujets-là. Je vous amènerai sur un sujet, plus général, qui est celui de la mission. En fait, comment pour ce musée-là accomplir sa mission de susciter de l'unité nationale? Puis une fierté nationale. Comment est-ce que, dans votre expérience, puis dans vos réflexions de passionnés du patrimoine, comme vous décrivez, là, comment est-ce que vous pensez qu'on doit faire ça pour réussir? En fait, nous, on amène souvent le patrimoine politique par des artefacts là, qui font réagir des gens qui sont peut-être pas tant que ça intéressés à l'histoire, mais on a tellement des bonnes histoires à raconter autour de l'artefact et d'amener une explication historique. C'est souvent dans la manière de le faire, mais on s'aperçoit que on peut rejoindre des publics qu'on pense plus difficiles. Moi, je pense toujours aux jeunes. J'enseigne, puis c'est pas toujours simple de voir les nouvelles générations qui arrivent et de s'adapter, mais je suis toujours étonné de voir que ça marche encore parce qu'on livre des choses pertinentes. Et je pense que quand on parle puis de l'histoire politique via peut-être des expositions, des objets signifiants, etc., je pense qu'on suscite la fierté. Nos histoires, nos événements, c'est pas juste les personnages. Là, ça peut être un moment historique qui est relaté, qu'on a oublié, puis on ramène... les gens sont sensibles. Donc, je pense qu'il faut nourrir ça. Puis notre message, je pense, c'est de dire, bien, il y a peut-être une belle occasion, là, pour voir que dans notre histoire nationale, il y a notre histoire politique, l'histoire des grands événements, des grands personnages, mais aussi des oubliés de l'histoire. Là, je pense qu'il y a toutes sortes d'angles, les femmes en politique. Pour moi, c'est les classiques, d'une certaine manière, mais il y a plein d'angles pour aborder l'histoire politique. Et on s'aperçoit que les gens sont là pour écouter. Il s'agit de trouver les bonnes tribunes, être chez eux, dans leur milieu, parler. Combien de fois qu'on est allé dans des régions, puis moi, je commence mes conférences, je dis « Qui était votre député sous Duplessis? » Là, je me montre une affiche, pas beaucoup qui s'en souviennent, mais là, il a fait 2 mandats, 3 mandats, puis dans la classe, je fais, là, ça devient fascinant, puis évidemment, moi, c'est une façon... je dirais que dans mes projets, je suis plus sur l'histoire de la communication électorale. C'est ce qui m'a rallié un peu à la SOPOC et à la com que j'enseigne. Les relations publiques, c'est assez fascinant, notre histoire de la communication électorale, et que j'ai réussi à démontrer que sous Duplessis, c'est le début du marketing au Québec. Là, la mise en marché, ça commence en 1948, selon moi. J'ai une conférence à Saint-Romuald en fin de semaine. Là, mais les gens sont fascinés de voir que sous Duplessis, qu'on a un peu étiqueté plutôt, je dirais, plus grande noirceur, qu'il y avait une modernité de la com et de la mise en marché. Ça, c'est tout le monde. Mais moi, je reste dans cet angle-là. Vous avez vu que je ne vais pas trop sur le terrain d'interprétation politique. Là. Mais vous voyez, quand on fait la démonstration, on aborde des choses sous un angle de projection qu'on lit avec les députés locaux, leur histoire, ce qui était le milieu. La connexion, la fierté, elle vient rapidement. Là. Bon, là, vous avez suscité ma curiosité par rapport à votre conférence et vos objets de patrimoine, de communication politique. J'ai une petite question de curiosité juste en terminant. Selon vous, c'est quelle est votre époque préférée pour les pancartes électorales? Chaque campagne, j'imagine, a ses pour et ses contre, là. Je sais pas. C'est pas mal difficile parce qu'il y a des thématiques qui sont prises à chaque campagne électorale et ça, tout parti confondu. Alors, mais savoir. On pourrait continuer en privé. Je vous remercie tous les trois pour votre contribution à la commission. Alors, je suspends les travaux quelques instants afin d'accueillir le prochain groupe.